À la une de votre journal à 15h30 dans l'après-midi info, 5 blessés dont 3 graves, c'est le bilan de cette nouvelle fusillade sur fond de trafic de drogue dans cette petite ville française. Le drame s'est produit à Villerue, tout près de la frontière avec le Luxembourg. Un règlement de compte comme à Valence où une personne est encore morte hier. Notre invité dans ce journal, Philippe Marini, maire de Compiègne où un réseau a été démantelé le mois dernier. Recep Tayyip Erdogan, stop, ou encore les Turcs votent en ce moment pour élire leur prochain président. Forte mobilisation et résultats annoncés très serrés. Les sondages donnent l'islamo-conservateur au coude à coude avec son principal opposant, social-démocrate laïque. Moi, en 2015, quand il y a eu Fukushima, je me suis dit on a gagné. Mauvaise date, mauvais contexte pour évoquer la catastrophe qui a fait 20 000 morts en 2011. L'interview de Marine Tondelier décrédibilise-t-elle le combat des écologistes? Invitée de BFM Politique aujourd'hui, la députée écologiste Sandrine Rousseau a tenté d'arrondir les angles. Et tout d'abord, partons en Meurthe-et-Moselle où une fusillade a fait 5 blessés, dont 3 graves, avec 2 pronostics engagés. Les faits se sont déroulés hier en début de soirée à Villerue, cette petite ville située près de la frontière luxembourgeoise et dans une commune voisine, sur fond de trafic de drogue. C'est au pied de ce bâtiment qu'hier, en début de soirée, un homme encagoulé ouvre le feu et fait 5 blessés, dont 3 grièvement atteints. Une fusillade en plein centre-ville qui ravive le sentiment d'insécurité des habitants. Une fusillade, quand ça arrive, on peut se trouver là. Moi, je peux me trouver là comme quelqu'un d'autre peut passer là au mauvais moment, quoi. On va essayer d'être un peu plus prudent. La fusillade a eu lieu au niveau d'un point de vente de stupéfiants situé à proximité d'un parc pour enfants, mais aussi du commissariat de la ville. Le maire de Villerue s'inquiète de voir le trafic de drogue s'amplifier dans la commune année après année et souligne le manque de moyens alloués par l'État pour y mettre un terme. Aujourd'hui, le point de deal, il est connu. C'est un point de deal qui se trouve à 50 mètres du commissariat. Mais malheureusement, et je le redis, c'est pas les agents qu'on blâme, mais c'est plutôt au-dessus. Même quand le ministre Darmanin était venu sur Villerue en 2021, depuis, la situation est encore pire qu'à sa venue. Aujourd'hui, on est démunis. Et c'est des situations qui sont connues. Malheureusement, elles sont connues et nous, on n'a aucune réponse à apporter. Un sentiment d'impuissance partagé par les forces de l'ordre, car la commune de Villerue et ses 10 000 habitants se trouvent à quelques kilomètres de la frontière avec le Luxembourg et la Belgique. Évidemment, c'est facile d'aller s'approvisionner dans ces pays étrangers, de revenir en France et d'établir un trafic. Et encore une fois, il faut y mettre les moyens en termes de lutte contre les produits stupéfiants, en effectif, en matériel, en service d'enquête également. L'auteur de la fusillade est toujours en fuite. Une enquête de flagrance a été ouverte et confiée à la direction territoriale de la police judiciaire de Metz. Dans l'actualité internationale, cette journée de vote aujourd'hui en Turquie, Recep Tayyip Erdogan sera-t-il réélu président pour la 3e fois? C'est aujourd'hui qu'a lieu le premier tour de l'élection présidentielle, mais aussi des législatives. 65 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Des électeurs très divisés entre le président sortant, islamo-conservateur, et son principal adversaire, le social-démocrate et laïque Kemal Kılıçdaroğlu. Anaïs Krouz, vous êtes notre envoyée spéciale à Istanbul. Une forte participation est attendue aujourd'hui. Comment se déroule le scrutin pour le moment? Ce qu'on voit depuis ce matin avec Amélie Pateron dans les écoles d'Istanbul qui accueillent le déroulement du scrutin, c'est une participation très importante de la part de la population turque qui est traditionnellement habituée à se mobiliser, à venir voter en masse pour les échéances électorales avec des taux supérieurs en moyenne à 80%. On saura si cette participation est supérieure à la présidentielle de 2018 dans l'après-midi. En tout cas, c'est une élection qui s'apparente presque désormais à un référendum pour ou contre le maintien de Recep Tayyip Erdogan au pouvoir. Je vous propose d'écouter ces témoignages d'électeurs recueillis ce matin avec Amélie Pateron. À mon avis, ce soir, le pouvoir va changer de côté. C'est très bien, mais il faut savoir que même si ça change, tout ne va pas changer tout d'un coup. Il faut que l'on soit tous unis et qu'on travaille pour le bien de notre pays. C'est très important pour la République turque. C'est la 2e fois que le pays réapparaît avec toute sa force. Pour nos enfants, pour tous les enfants du pays, il faut changer. Il faut faire tout ce qu'on peut pour leur avenir maintenant.
C'est un scrutin sous tension parce que les votes sont serrés d'après les récents sondages. À cela s'ajoute le risque de fraude qui est craint ici en Turquie et puis la crainte de débordement aussi lors de cette soirée électorale. Ici, on sent une attente très palpable sur cette place Taksim qui est beaucoup plus calme d'ailleurs que d'habitude. Il faut savoir que le candidat de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, a appelé ses partisans à ne pas sortir ce soir en cas de victoire pour éviter tout débordement. Tous les scénarios sont donc possibles. On attend ces résultats qui devraient tomber aux environs de 20h, heure française. Merci beaucoup Anaïs avec Amélie Patéron donc à Istanbul pour BFM TV. On revient en France avec de la politique et cette polémique qui commence à prendre. Cette question, peut-on vraiment faire de la polémique, de la politique sur des drames en instrumentalisant notamment la catastrophe de Fukushima? Regardez cette déclaration de Marine Tondelier, c'est la patronne d'Europe Écologie Les Verts. Dans une interview cette semaine, c'est au moment de Fukushima qu'on a tout perdu. Moi, en 2015, quand il y a eu Fukushima, je me suis dit... On a gagné, des propos évidemment très maladroits. On rappelle également que Fukushima, ce n'était pas en 2015, mais en 2011. Et surtout, qu'il n'y a eu aucune victime de l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima. Les près de 20 000 victimes, ce sont des personnes surtout qui se sont noyées dans le gigantesque tsunami qui a suivi un séisme. Forcément, ça a suscité un peu l'embarras chez sa collègue écolo également, Sandrine Rousseau. Je pense que ce qu'elle voulait dire était une espèce de... Enfin, elle se référait plus à la bataille sur le nucléaire et on ne gagne jamais quand il y a des catastrophes. Enfin, là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de doute. Après, j'imagine que ce qu'elle voulait dire, je n'avais pas entendu cette phrase, mais j'imagine que ce qu'elle voulait dire, c'est que... en fait, elle espérait sans doute une prise de conscience sur les dangers du nucléaire, ce qui a été le cas d'ailleurs juste après cette catastrophe, comme ça a été le cas juste après la catastrophe de Tchernobyl. Également dans l'actualité, ces menaces, ces violences qui se multiplient à l'encontre de maires de plus en plus. La maire de Plougrescan, en Bretagne, vient de porter plainte contre X après avoir découvert que les câbles de son véhicule avaient été sectionnés. Son domicile est placé sous surveillance. Des faits qui interviennent alors que vous le voyez sur ces images à Longeville-sur-Mer. Les bureaux de la mairie avaient été visés par des tirs de chevrotine et que le maire de Saint-Brévin-les-Pins, lui, a présenté sa démission après l'incendie de son domicile également. La première ministre, en réaction, a annoncé la création d'un centre d'analyse et de lutte contre les violences à l'encontre des élus. On en parlera dans notre prochain journal avec nos invités. Elisabeth Borne qui recevra mercredi le maire de Saint-Brévin après sa démission fracassante qui a suscité bien sûr beaucoup d'émotions dans le débat public et même dans l'opinion. La politique en France, avec une autre polémique aussi qu'on a suivie cette semaine concernant les manifestations d'ultra-droite interdites par le préfet de police, sur demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Finalement, cet arrêté d'interdiction, il a été cassé par la justice. Une deuxième victoire juridique pour les royalistes d'extrême droite de l'Action française. Après leur colloque hier, c'est leur marche en hommage à Jeanne d'Arc qui a finalement été autorisée. Donc aujourd'hui, à Paris, la préfecture de police l'avait elle aussi interdit, craignant des troubles à l'ordre public. Marion Russell, Sonia Reynaud avec Clément Gauvin. Réunis derrière des banderoles et drapeaux à la main, près de 500 manifestants d'extrême droite ont défilé dans les rues de la capitale avant de se rassembler devant la statue de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a été honorée, la sainte patronne de la France a été honorée dignement, avec solennité. On a organisé une énorme démonstration de force de patriotes. Une manifestation organisée par le mouvement royaliste Action française qui s'est déroulée dans le calme malgré quelques tensions en début de matinée avec les forces de l'ordre. Jamais on n'aura parlé autant de la Jeanne qu'à chaque fois qu'on l'a interdite. Chaque année, il n'y a jamais ça. Ce n'est jamais arrivé que les forces de l'ordre nous embêtent. C'est toujours bien passé. Donc là, forcément, ils ont reçu des consignes. Car après avoir été interdit par la préfecture de police, le rassemblement avait finalement été autorisé par la justice. Tout comme un colloque organisé hier après-midi par le groupe d'extrême droite. Interdiction en revanche confirmée pour le groupe Place d'Armes et le groupe Les Nationalistes qui souhaitait manifester aujourd'hui. En cause pour le groupe Les Nationalistes, son président Yvan Benedetti, un homme condamné pour négationnisme en 2021 et contestation de crimes contre l'humanité en 2022. Monsieur Benedetti était le président du mouvement d'extrême droite, l'œuvre française, lors de sa dissolution en 2013. Ces éléments établissent l'existence d'un risque de propos ou de gestes incitant à toute forme de haine
notamment raciales. Une décision importante qui reconnaît Ivan Benedetti comme l'ancien responsable d'un groupe dissous et qui permettrait au tribunal d'interdire de prochaines manifestations. Cette histoire à peine croyable, à présent improbable, à Joinville-le-Pont, en Seine-et-Marne, des policiers qui ont découvert ce qui s'apparentait à une bombe dans une voiture en circulation. Les conducteurs sont interpellés et au bout de plusieurs heures, surprise, c'était en fait une balise GPS justement placée par des policiers pour surveiller une personne fichée S. Théo Bassilana, Kevin Eliès avec Julie Rosaire. Minuit 45, dans la nuit de jeudi à vendredi, un équipage local de la police remarque une voiture qui avance sur 2 voies de circulation. Les forces de l'ordre arrivent à sa hauteur. Elles remarquent 3 hommes à bord, dont le conducteur qui porte des gants. Intrigués, les policiers les arrêtent, procèdent à leur contrôle et découvrent que l'homme au volant est fiché S pour appartenance à la mouvance islamiste radicale. Dans le même temps, les agents trouvent ce petit dispositif artisanal à pile, placé sous son siège. Donc à ce moment-là, les 3 hommes sont immédiatement placés en garde à vue. On prend des précautions, c'est-à-dire qu'on met un périmètre de sécurité. Leurs téléphones sont saisis pour éviter, dans l'interpellation, qu'ils ne s'en saisissent comme d'un déclencheur d'explosifs. On appelle les pompiers, les équipes scientifiques, une équipe cynophile. Des lignes de bus sont déviées et pendant à peu près 3 heures, toute la scène est gelée. Les agents soupçonnent un engin explosif. Mais à 3 heures, le laboratoire central de la préfecture de police délivre finalement ses analyses. Il ne s'agit pas d'une bombe, mais d'une balise GPS placée par d'autres policiers dans le cadre d'une opération de surveillance des individus. Ils ont tout simplement fait leur travail, c'est-à-dire mettre un périmètre de sécurité en place et en attente du laboratoire central de la préfecture de police. Les collègues ne pouvaient pas savoir que l'individu faisait l'objet d'une fiche S et qu'il avait une balise à son bord. N'importe quel bon flic aurait fait exactement la même chose et n'aurait pris aucun risque. Dans la foulée, la garde à vue des 3 hommes est levée pour absence d'infraction. Que s'est-il passé à Saint-Dionysie, cette petite commune de 1000 habitants du Gard? 2 personnes ont été abattues. L'auteur présumé s'est ensuite donné la mort. Les victimes seraient l'ex-compagne du suspect ainsi que son nouveau compagnon. Pauline Sarafi, Kevin Eliès avec Oriane Flores. Les faits se sont déroulés vers 13h hier devant cette salle de sport. Un homme de 51 ans a abattu à l'aide d'une arme à feu une jeune femme et un homme âgés respectivement de 27 et 60 ans avant de se suicider. Un événement qui vient bouleverser les habitants de la petite commune de Saint-Dionysie. C'est la première fois, ça, un fait divers comme ça. On est surpris et un peu déstabilisé dans un petit village de 1000 habitants d'avoir ce fait divers-là. C'est un peu surprenant. Enfin, c'est horrible d'ailleurs. Selon les premiers éléments communiqués par le parquet de Nîmes, l'auteur des tirs a abattu son ex-compagne de 27 ans, ainsi que sa nouvelle relation, avant de retourner l'arme contre lui. Le crime s'est passé en plein jour, alors que la salle de sport était ouverte. Une cellule psychologique a été mise en place pour les témoins du drame et leurs proches. Nous, ce que nous avons fait au niveau de la commune, c'est d'ouvrir la mairie de sorte que l'on puisse accueillir évidemment toutes les personnes qui étaient témoins, de sorte qu'ils puissent se rafraîchir, boire un café, grignoter. Et voilà. Et nous avons mis à la disposition de la gendarmerie des bureaux de sorte qu'ils puissent évidemment recueillir les témoignages de ces personnes. Une enquête a été ouverte pour assassinat dans le cadre de la flagrance. En Colombie, à présent, cette saisie de drogue invraisemblable. La marine colombienne a arrêté un narco sous-marin avec à son bord 3 tonnes de cocaïne. C'est le plus gros sous-marin jamais arrêté pour trafic de drogue de l'histoire du pays, qui en a arrêté au total près de 230. L'embarcation fabriquée clandestinement a été arrêtée alors qu'elle se dirigeait vers l'Amérique centrale. Élise Kousmak. C'est une victoire de taille pour la marine colombienne. La saisie du plus gros narco sous-marin de l'histoire du pays. 30 mètres de long sur 3 mètres de large, avec à son bord 3 tonnes de cocaïne, une prise à 100 millions de dollars. Il convient de souligner qu'il s'agit du plus grand navire submersible saisi depuis 1993, date à laquelle le premier navire de ce type a été intercepté. 3 suspects ont été interpellés à bord. Ils risquent 14 ans de prison pour la construction illégale du sous-marin. 3 ressortissants colombiens se trouvaient à bord du sous-marin. Les responsables de la marine se sont concentrés sur la sauvegarde et la protection de la vie des membres de l'équipage, étant donné que le sous-marin présentait une fuite d'eau.
Le semi-submersible a été arrêté en direction de l'Amérique centrale, sur la route clandestine la plus empruntée pour le trafic vers les États-Unis, principaux consommateurs de cocaïne colombienne. Malgré un demi-siècle de guerre contre la drogue, le pays d'Amérique latine reste le plus gros producteur mondial de cocaïne. Allez, c'est l'heure de votre chronique santé à 15h45 sur BFM TV avec Margot de Frouville et le docteur Alain Ducardonnet. Enquête sur le détournement d'un médicament surnommé la drogue du pauvre. C'est un banal comprimé rouge et blanc ou rose. La prégabaline, plus connue sous son nom commercial de Lyrica, généralement prescrit dans 3 cas de figure. Les douleurs neuropathiques, par exemple après un zona ou pour les diabétiques, dans certaines formes d'épilepsie ou bien encore dans les troubles anxieux généralisés. Alors ce médicament qui est important, sauf que son usage a été détourné, et principalement par une population de migrants selon les spécialistes. Alors son usage, en fait, il se fait à forte dose, ou même parfois associé à d'autres substances, voire de l'alcool. Dans tous les cas de figure, c'est l'effet récréatif qui est recherché. Écoutez ce pharmacien. Les effets secondaires, ça peut être ou tout ou rien. Ça peut être soit une hyperexcitation, ou au contraire, un effet d'endormissement, limite de shoot. Et ces médicaments-là, d'après ce que j'ai entendu, sont revendus dans certains quartiers de Paris et en banlieue à 2 € le comprimé. 2 € le comprimé, c'est ce qui lui vaut le surnom de drogue du pauvre, alors qu'une boîte coûte entre 5 et 20 € selon la quantité. Je vous laisse calculer le bénéfice facile. C'est ce qui fait d'ailleurs le lit du trafic illégal repéré dans plusieurs grandes villes comme Paris, Marseille ou encore Toulouse. Et pour essayer de freiner ce mésusage, l'Agence du médicament a, il y a 2 ans, décidé qu'il fallait présenter une ordonnance sécurisée, c'est-à-dire une prescription qui est rédigée sur une ordonnance sécurisée, qui est un papier infalsifiable. Et ce qui a forcé certaines personnes à demander de façon un petit peu musclée aux médecins de la prescrire. Ils sont insistants, menaçants, ils interfèrent avec les autres patients, enfin, ils font un peu peur, hein, parce qu'en fait, ils ne viennent pas tout seuls, souvent. Ils sont 2, 3, 4 parfois. Ça dépend des jours. Hein. Donc c'est compliqué. Et signe qu'il y avait urgence à agir, en l'espace de 3 ans, entre 2016 et 2019, le nombre de déclarations d'ordonnances falsifiées a été multiplié par 16 pour atteindre 429. On ne dispose pas encore des données plus récentes. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, on voulait également vous reparler de cette polémique au lendemain de l'Eurovision et de la défaite de la France. Lazara qui est arrivée 16e sur 26. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Pour nous, il y a eu cette image qui a beaucoup fait parler. C'est au moment justement où elle apprenait sa défaite, où elle apprenait surtout son classement, qu'elle était 16e et qu'elle avait eu finalement très peu de votes du public. Ce geste qui s'appelle un doigt d'honneur. Regardez, vous allez le voir. Enfin, chez nous, on appelle ça un doigt d'honneur. On appelle ça un doigt d'honneur. Bon, c'est assez universel comme geste, c'est ce que beaucoup ont compris. Évidemment, ça fait beaucoup parler. Certains ironisent, l'élégance à la française. Voilà, le petit doigt d'honneur, c'est furtif, mais quand même, ça fait beaucoup parler. Alors, l'intéressée, elle s'en défend. Elle dit que ce n'était pas du tout le but de ce geste. Réaction, vous le voyez à l'écran, de Marie-Myriam, la dernière Française à avoir remporté l'Eurovision. Quelle honte, je suis extrêmement déçue, car cela n'est juste pas possible. Elle a fait ce geste assise dans un fauteuil avec des drapeaux français derrière elle. La France ne mérite pas cela. Voilà pour la réaction de Marie-Myriam aux Parisiens. Forcément, ça laisse des traces. Bon, on va essayer de tourner la page. On a hâte d'être l'année prochaine. En Suède. En Suède. Et en plus, ça sera les 50 ans de la victoire d'ABBA, forcément tout un symbole. Ce sera sûrement la grande fête. Et peut-être plus d'espoir pour la France, parce qu'on est fiers chaque année. Mais 16e, peut-être qu'on aura trouvé la recette d'ici l'année prochaine. Et tout de suite, la météo. Votre météo avec le Super Hose d'Ozlock. Tuyau d'arrosage extensible jusqu'à 3 fois sa longueur. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les questions immobilières vous obsèdent ? Changez-vous les idées devant la météo avec Orpi. Quand le ciel vous tombe sur la tête, voyez ce rideau de pluie ici à Lagneux, dans l'Ain, avec un air assez frais évidemment dans le Bugey. C'est un vent frais qui va souffler la semaine prochaine, une ambiance automnale sur une bonne partie du pays. Ce vent vient d'Islande en réalité, et qui va gagner une bonne partie de nos régions avec des températures qui seront partout en dessous des moyennes.
Il y a une perturbation qui va s'installer près des côtes de la Manche ce lundi en matinée. Elle donnera des pluies assez faibles, assez espacées tout de même dans un premier temps, mais qui vont peu à peu s'enfoncer vers l'intérieur des terres en cours de journée. À l'avant, on aura souvent un ciel chargé, quelques brumes et brouillards. Des averses encore qui viennent se bloquer près des Pyrénées. C'est de la neige à partir de 1800 mètres. On aura quelques averses résiduelles également de l'Auvergne jusqu'en Alsace. Des éclaircies en descendant de la Lorraine vers le Limousin et surtout en Méditerranée. Le vent va bien souffler tout au long de cette journée. Il va accélérer la semaine prochaine. Du coup, on aura un temps bien trop sec autour du golfe du Lion. De l'instabilité en revanche en Provence, en Corse, avec de la grêle localement, plutôt dans l'arrière-pays. Vous voyez que la perturbation, elle, va progresser en allant en direction de la Vendée, du bassin parisien, en remontant vers le nord de la Seine. Là aussi, on pourrait avoir quelques coups de tonnerre localement. Une tendance à l'orage également en direction de l'Ariège dans l'après-midi. Ça va se dégager un peu plus nettement en Bretagne et jusqu'à la côte d'Opale en seconde partie de journée. Les températures, elles, ne vont pas bouger le matin, comptez de 6 à 15 degrés. En revanche, dans l'après-midi, ça va bien baisser dans le nord-ouest du pays. Pas plus de 14 degrés à Brest ou à Lille. Vous aurez 17 à Paris. Une vingtaine de degrés tout de même en Gironde, en direction de Dijon ou encore jusqu'à 25 degrés à Marseille ou à Montpellier. Voyons pour la suite maintenant. La bonne nouvelle, c'est que ça va se dégager. À l'ouest, au nord du pays, on aura de plus en plus d'éclaircies, encore beaucoup d'instabilité en allant près des reliefs de l'Est. Mercredi, les éclaircies vont l'emporter d'une manière générale, mais dans une ambiance bien fraîche, avec ce vent de nord-est qui va persister. Jeudi, pour l'ascension, le temps sera plus sec d'une manière générale. On va quand même conserver de l'instabilité pour le pont, principalement au sud ce vendredi. Et pour ce week-end, mélange de nuages, d'averses, d'éclaircies, parfois quelques orages encore en allant près des reliefs du sud. C'était votre météo avec le Super Hose d'Ozlock. Tuyau d'arrosage extensible jusqu'à 3 fois sa longueur. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec Orpi, premier réseau immobilier de France. Et puis avant notre journal de 16h, nous vous informons de cette information BFM TV. Après l'Italie avant-hier, l'Allemagne aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra à Paris. Visite du président ukrainien en fin de journée dans la capitale française. Ce sont les premières visites en Europe occidentale pour le président ukrainien depuis le début de l'invasion russe dans son pays. On en parle dans notre prochain journal. À tout de suite. « 7 jours BFM. Bienvenue dans 7 jours BFM, votre magazine d'actualité en images et en débat. Tous les week-ends, l'émission de grands reportages de BFM TV. Depuis le début de la guerre, cet hôpital n'a plus d'électricité. Immersion, enquête, portrait et nos invités acteurs de l'actualité. Cette réforme, elle ne sera pas populaire, donc on passera par la rue. 7 jours BFM, tous les vendredis de 20h30 à 22h. Et tous les samedis et dimanches de 20h à 22h. En direct sur BFM TV. Votre rendez-vous avec EFI, installation de panneaux solaires pour produire votre énergie et réduire vos factures d'électricité. Évidemment. Le lever du jour. Les premiers pas. La naissance de l'amour. Il y a tellement de raisons de célébrer la vie. Et autant de façons de célébrer une vie. Célébrer un souvenir, une passion. Célébrer une personnalité, une qualité et même quelques défauts. Chez PFG, nous sommes là pour célébrer une vie et tout ce qui vous réunit. PFG, célébrer une vie. C'est l'histoire de Mathieu qui a repris l'entreprise familiale. C'est aussi celle de Franck qui a pu retrouver du travail. Là, c'est Inès qui doit un peu de son succès à Mathieu. Et cette belle aventure collective a commencé dans le bureau de Juliette, conseillère Banque Populaire. Banque Populaire, la réussite est en vous. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comgem.fr. Comgem.fr. C'est important.fr. What if you said C? You C, Giorgio Armani. Des styles élégants pour se sentir parfaitement à l'aise.
Découvrez nos robes d'été à partir de 19,99 €. CEA. Brico Privé, les plus grandes marques au meilleur prix. Brico, maison, jardin, jusqu'à moins 80% en vente privée. Téléchargez l'application dès maintenant. J'y pense depuis un moment et je pense que je suis prête à quitter Paris. Avoir plus d'espace, un balcon, voire même un jardin. Ce serait sympa, non ? L'allure. Souvent, ça ne tient à rien. Mais ça fait toute la différence. C'est savoir prendre le temps, même quand on est en retard. C'est transformer un simple créneau en une arrivée remarquée. Et même faire oublier que l'on s'est fait attendre. Peugeot 3008. Disponible immédiatement près de chez vous. En ce moment, il y a de la magie tout autour de nous. Parfois, elle peut être difficile à trouver. Mais parfois, c'est la magie qui nous trouve. Un chien ! Découvrez le meilleur du divertissement pour toute la famille. Paramount Plus, une montagne de divertissement. Il était tellement mignon, c'est fini. J'ai perdu. On parle d'un téléphone. Oui, je peux pas vivre sans lui. Soyez un peu excessive ou carrément surexcitée. Ça y est, j'ai mon téléphone. Soyez optimiste. Allez, tu vas t'allumer. Soyez réaliste. Parce qu'on peut tous avoir besoin d'un nouveau smartphone. Toutes les solutions sont chez SFR. SFR, soyez vous. Quel écolo tu es? Toujours en train de ramasser des déchets? En train de te dire que demain, c'est sûr tu t'y mets? Quel écolo tu es? Toujours en train de surveiller les gaz à effet de serre? Ou en train de marcher pour ne rejeter que ta sueur sur la terre? Quel écolo tu es? Toujours en train de... Bah ouais, toujours en train. Bleu, blanc, rouge, mais tous ensemble plus vert. On a tous plusieurs vies en une journée. Surtout quand on est parent. T'as pas vu mes lunettes? Elles sont sur ta tête, maman. Ou que comme moi, on gère un restaurant et les coups de rush. On envoie un 3 plats du jour, les amis. Tout en gardant du temps pour rester sportive. Enfin, j'essaye. Et profiter des soirées à deux. La bleue ou la rouge? La bleue. Chez Optical Center, allez de pair avec la vie que vous menez. Bénéficiez de l'offre unique, moins 40% sur la première paire, plus une seconde paire offerte. Même de luxe. Optical Center, voir le beau, entendre le bien. Dispositif médical. Papa? Vas-y, mollo. Pas ici, papa. Un jour, tu seras moi. Nouveau Skoda Enyaq Coupé i-Vie 100% électrique à partir de 369 € par mois seulement grâce au bonus écologique. Un jour, ils entrent avec fracas. Un autre, ils ralentissent le pas. Ils regardent notre passé. Ils préparent notre avenir. Ils tiennent la vie entre les mains. À chaque action. Dans chaque recoin. Chaque jour, ils vivent un marathon, au rythme d'un 100 mètres. C'est tous ensemble qu'ils combattent. Et c'est pour nos vies qu'ils persévèrent. Les hospitaliers prennent soin de tous. Depuis plus de 60 ans, notre mutuelle prend soin d'eux. MNH, créé par et pour les hospitaliers. Bientôt 16h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Visite surprise, Volodymyr Zelensky est en route pour Paris. Le président ukrainien arrive en fin de journée dans la capitale. C'est une information BFM TV. Le chef de guerre était aujourd'hui en Allemagne. La Turquie s'apprête-t-elle à tourner la page Erdogan après 20 ans de pouvoir? Jour de vote en effet pour la présidentielle notamment. Un duel extrêmement serré face au principal candidat d'opposition, social-démocrate et laïque. 5 blessés, dont 3 graves. C'est le bilan de cette nouvelle fusillade sur fond de drogue dans la petite ville de Villerue, près de la frontière avec le Luxembourg. Un règlement de compte comme à Valence, où une personne est morte hier encore.
Et puis Lazara est-elle une mauvaise perdante? Évidemment, selon Marie-Myriam, dernière française, on le rappelle, à avoir remporté le concours de l'Eurovision. C'est la polémique qui secoue. La défaite de la France hier soir, ce doigt d'honneur face caméra de notre candidate, mais qu'il ne fallait pas prendre comme tel selon l'intéressé. On commence donc avec cette information BFM TV, la visite de Volodymyr Zelensky à Paris. Il est en route, le président ukrainien. Il arrive en fin de journée dans la capitale. Chef de guerre qui poursuit sa tournée. Il était aujourd'hui en Allemagne, hier en Italie. Des visites à chaque fois hautement sécurisées, dont l'information ne fuite qu'à la toute dernière minute. Il a assuré d'ailleurs à ne pas attaquer le territoire russe, mais il salue le soutien apporté par les Occidentaux en termes de livraison d'armes pour défendre son pays et préparer la contre-offensive qui se fait attendre, notamment pour les soldats au front. Un soutien qui serait aussi longtemps que nécessaire. Ça, c'est ce qu'a assuré le chancelier allemand, Olaf Scholz, donc il y a quelques heures. Pas d'attaque contre le territoire russe, promet Volodymyr Zelensky, qui veut surtout se focaliser sur la libération des territoires occupés. Il a toutefois demandé au chancelier allemand de soutenir la livraison d'avions de combat, ce que ce dernier a jusqu'ici refusé. Et puis dans le même temps, Moscou a annoncé cet après-midi la mort de 2 responsables militaires russes sur le front. Une communication assez rare de la part de la hiérarchie militaire pour être notée. Une nouvelle preuve que le conflit s'enlise. Ça fait 15 mois maintenant, 15 mois que la Russie a déclenché la guerre en Ukraine. L'actualité également, c'est cette phrase « La démocratie nous a manqué ». Le principal opposant à Erdogan en Turquie veut y croire. Les citoyens sont en effet appelés aujourd'hui aux urnes pour élire leur prochain président. Élection législative également. La mobilisation est forte aujourd'hui. Anaïs Krous, on vous retrouve, vous êtes à Istanbul pour BFM TV. Les sondages sont très serrés aujourd'hui entre l'islamo-conservateur Erdogan, le sortant, et son adversaire social-démocrate laïque. Exactement, et je voulais dire aussi d'abord que les bureaux de vote vont fermer leurs portes là à 17h ici, heure locale. Et vous le disiez effectivement, ces derniers sondages qui donnaient une légère avance au candidat de l'opposition, Kemal Kılıçdaroğlu, 74 ans, qui pour certains n'incarne pas le véritable candidat idéal, mais qui représente le changement voulu par une partie de la population. Il faut dire qu'il a réussi à fédérer derrière lui 6 partis complètement différents qui ont formé cette coalition d'opposition. Et puis, durant toute sa campagne, il a tenu un discours fédérateur, rassembleur, notamment envers les minorités ici en Turquie. De l'autre côté, eh bien, Recep Tayyip Erdogan, le président sortant qui a marqué 20 ans de politique turque et qui, on l'a constaté, est toujours dans le cœur de nombreux électeurs. C'est ce qu'on a vu hier dans son fief d'Istanbul où il a tenu l'un de ses derniers meetings. Regardez ce reportage tourné avec Amélie et Bediz Yilmaz. La liesse des pro-Erdogan confiants dans la victoire. Dans leurs mains, des drapeaux du pays et un mot adressé à son principal opposant. Ses partisans sont venus acclamer le président sortant dans son fief lors du dernier meeting de campagne. On vient sans raison particulière, juste le cœur rempli d'amour pour Erdogan. En tant que nation, on a confiance en lui. Malgré la crise économique qui touche le pays, Memis veut y croire, il continuera à voter pour le chef de l'État. La première chose que notre président va faire quand il sera réélu, c'est d'augmenter le niveau de vie et arrêter la hausse des prix pour que ce ne soit plus une préoccupation pour la Turquie. L'une des inconnues de ce scrutin, c'est le vote des jeunes. Ils ont entre 18 et 21 ans et n'ont connu que l'ère Erdogan. Ils sont plus de 5 millions à voter pour la première fois lors de cette élection. Tara a 19 ans et à quelques heures du scrutin, il ne sait toujours pas quel nom il mettra dans l'urne. Je suis stressé parce que je pense que c'est une élection importante pour le pays. Je n'ai pas encore décidé. Je vais réfléchir jusqu'au dernier moment. Quant à Emre, son choix est déjà fait. Il votera pour celui qui a le plus de chances de chasser Erdogan du pouvoir. Nous les jeunes, on est dehors, on fait de la musique, du skate. Avant, on se sentait en sécurité quand on voyait la police. Maintenant, on a peur. Quand Kılıçdaroğlu aura gagné, on pourra chanter et danser. La jeunesse, le peuple et la République seront sauvés. La Turquie est peut-être en passe de tourner aujourd'hui une nouvelle page de son histoire.
Et on en parle avec notre invité à distance, David Rigoulet-Rose. Bonjour, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient. Alors il y a ce scrutin qui est dit très serré pour la présidentielle. Les sondages donnent en effet les deux principaux candidats au coude à coude. Qu'est-ce qui peut ressortir de ce scrutin aujourd'hui ? Oui, en soi, c'est inédit parce qu'effectivement, c'est la première fois où le président Erdogan est véritablement en difficulté, c'est-à-dire qu'il n'est pas assuré de la victoire. Et donc, ça constitue effectivement un fait sans précédent. Il y a une tension extrême qui s'est manifestée à l'occasion de ces élections, une violence inédite qui a été relevée par nombre d'observateurs et qui suscite d'ailleurs des interrogations sur l'après-résultat pour savoir si, dans le cas où le président Erdogan perdrait, ce qui n'est pas assuré pour l'instant, loin de là, parce qu'il conserve un noyau électoral quand même assez solide, dans le cas où il serait battu, est-ce que la transition se ferait dans des conditions acceptables ou plutôt selon un modèle à la Trump ou à la Bolsonaro. Donc il y a quand même un enjeu considérable, non seulement pour la Turquie d'ailleurs, mais également au-delà par rapport à l'Union européenne et à la région du Moyen-Orient. On se souvient que le pays a été secoué dans tous les sens du terme par ce puissant séisme qui a fait plus de 40 000 morts en février dernier, qui avait provoqué une vague de protestations aussi contre le pouvoir en place. Il faut y voir un lien aussi dans cette forte mobilisation aujourd'hui pour ce scrutin ? Oui, alors c'est difficile à mesurer, mais il y a une certaine ironie de l'histoire, parce que lorsque l'AKP s'est installée au pouvoir il y a une vingtaine d'années, c'était justement à la suite d'un séisme dont la gestion a été stigmatisée par justement Erdogan et son parti, qui se présentait comme un parti de la propreté, qui allait assainir le pays. Et il a développé un modèle économique d'ailleurs spécifique, basé sur la croissance et sur la construction. Or, on sait qu'aujourd'hui, effectivement, un nombre important de victimes liées au séisme sont le résultat de défaillances en termes de sécurité urbanistique. Et donc, évidemment, lui, il cherche à se défausser par rapport à cette réalité. Mais la question, c'est savoir comment l'électorat va éventuellement lui faire payer, entre guillemets, certaines avanies en termes de gestion, effectivement, économique, voire sociétale. Est-ce que se présenter pour Erdogan comme un président qui représente l'islam conservateur face à un opposant, lui, social-démocrate et laïque, est-ce que pour chacun, ça peut être un avantage vis-à-vis de son électorat ? Oui, alors pour son électorat, justement, de toute façon, essentiellement d'Anatolie, c'est un électorat islamo-conservateur, rural, traditionnel, et ça constitue son noyau dur. La vraie question, et d'ailleurs c'est évoqué dans votre reportage, c'est la question de la jeunesse urbanisée. Et d'ailleurs, on l'a vu lorsque l'AKP avait perdu les deux plus grandes villes du pays, dont Istanbul, qui était passé à l'opposition justement avec le maire Imamoglu. C'est le point d'interrogation sur ces nouveaux votants qui se reconnaissent pas forcément dans ce type d'islam conservateur, même si il y a une certaine fierté effectivement qui a pu être développée par la gouvernance du président Erdogan. Et le point d'interrogation, ça va être ça effectivement. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'entend capitaliser Kılıçdaroğlu, qui a insisté de manière assez inédite aussi sur son origine alévi, qui est une minorité, on va dire, de l'islam soufi, souvent discriminée en Turquie, et donc qui se présente comme finalement un défenseur aussi de toutes les minorités qui ont été plus ou moins discriminées par le régime AKP. Dans l'actualité en France, cette fusillade qui a éclaté hier soir à Villerue, cette petite ville de Meurthe-et-Moselle, non loin de la frontière avec le Luxembourg, commune qui est également hantée par le trafic de drogue. 5 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement. Bonjour Pierrick Spisac, merci d'être notre invité sur BFM TV. Vous êtes le maire de la commune, maire PCF. Vous avez envie de passer un coup de gueule. Bien, déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors, en effet, pourquoi aujourd'hui, en tout cas, le sentiment qui est partagé par l'ensemble des élus de la majorité à Villerue, c'est vraiment un sentiment de colère.
De colère parce que c'est une situation dont notre prise de fonction est déjà auparavant par mon prédécesseur. Mais la situation sur notre circonscription, elle est telle qu'aujourd'hui, les effectifs de police sont très bas. Donc depuis 2020, on organise différentes actions, on a organisé des manifestations, des réunions publiques, on a occupé l'hôtel de police et le commissariat de ma ville. Mais aujourd'hui, c'est une situation qui malheureusement, on avait prévenu les autorités pour dire attention, parce que depuis 2 semaines, on prévient en disant attention, il va se passer quelque chose de très grave sur notre commune, il va y avoir des règlements de compte, on vous a prévenu, mettez les moyens. On n'a pas été écoutés. Alors, pas écoutés, et je leur dis toujours, je ne blâme en aucun cas les agents qui font avec les moyens qu'on leur donne, mais c'est plutôt au-dessus. C'est les moyens qui sont donnés en notre circonscription. Le ministre Gérald Darmanin est venu à Villerue en 2021. Il a pris des engagements qu'il a respectés avec 13 arrivées d'agents. Sauf que derrière, on a eu beaucoup de départs. Mais depuis 2021, nos lettres, en tout cas les différents courriers qu'on envoie au ministre, au ministère, restent lettres mortes. C'est-à-dire qu'on n'a aucune réponse des institutions. Et aujourd'hui, les seules réponses que l'État nous oppose, c'est de nous dire est-ce que vous avez de la vidéoprotection et de la police municipale. Mais aujourd'hui, les problématiques qui incombent à nos communes, que ce soit en termes de trafic, que ce soit en termes de marchands de sommeil, en termes de prostitution, ce n'est pas les policiers municipaux qui vont les régler. C'est une question de l'État. Et l'État, aujourd'hui, elle a des carences. Et les carences, elles se payent aujourd'hui par cette fusillade qui a pu avoir lieu hier sur un point de deal qui se trouve à 50 mètres du commissariat, en plein centre-ville. Vous dites que vous avez prévenu encore très récemment les autorités. Qui précisément vous avez interpellé et quelle a été la réponse qui vous a été apportée? Vous avez dit que vous avez déjà pu bénéficier d'effectifs supplémentaires après la visite en 2021 de Gérald Darmanin. Mais depuis, que demandez-vous de plus à l'État? Alors, qui c'est qu'on a prévenu? On discute. Alors, en tout cas, je pense que c'est l'ensemble des maires de France discutent avec les représentants de l'État et notamment les agents de police. Donc, nous, on a remonté l'ensemble des informations qu'on a en notre possession. Donc, après, je le redis, ils ont essayé de mener un travail, mais quand vous êtes 1 ou 2 personnes à gérer des affaires, quand sur notre circonscription, vous n'avez même pas 2 agents de la brigade des stupes qui sont présents, ils sont seulement 2 pour gérer une circonscription de 70 000 habitants, au bord de la frontière avec le Luxembourg et la Belgique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? C'est qu'aujourd'hui, nous avons 79 agents, alors que la clé de répartition, quand je parle des agents, on enlève les administratifs. La clé de répartition qui nous avait été donnée lors d'un rendez-vous au ministère de l'Intérieur, c'était une clé de répartition à 104 agents. Aujourd'hui, c'est en 79. Alors bien sûr, on nous annonce la création de 11 postes. Et je dis bien la création, et ce n'est pas l'arrivée de 11 nouveaux agents, mais la création de 11 postes pour le mois de septembre. Mais combien de départs il va y avoir derrière? Aujourd'hui, on nous annonce, en tout cas les premiers retours qui nous sont faits par les différents syndicats, c'est qu'il y a plus d'une quinzaine de demandes de mutation. Donc même s'il y a 11 arrivées, il y aura un différentiel. Et avec la Coupe du Monde de rugby qui arrive et les Jeux Olympiques, on va être encore dépouillés, nos agents vont être dépouillés. Et au final, c'est les élus locaux qui doivent, et je le redis, qui doivent faire face aux différentes carences de l'État. Et ça devient... Et c'est pour ça que ce matin, juste en tout cas avant que je parte en tout cas sur les lieux, ce matin, vous aviez le débat notamment sur le nombre de maires qui ont déjà démissionné depuis 2020. Mais quand les services publics au quotidien ferment et que la seule réponse qui est apportée aux citoyens, le seul interlocuteur, c'est le maire de la commune, au bout d'un moment, les élus, ils portent tout sur leurs épaules. On l'a vu pendant la crise Covid, on le voit sur les problèmes de sécurité, c'est les élus locaux qui sont face à un mur. Et le mur aujourd'hui, c'est l'État. Est-ce que la solution peut passer par les caméras de vidéosurveillance? Je vous pose la question parce que ça fait souvent débat et souvent les élus de gauche, ils sont plutôt opposés. Est-ce que vous, qui êtes confrontés à ce problème en première ligne dans votre commune, vous dites qu'il faut aussi investir là-dedans? Et c'est un faux débat. C'est un faux débat dans le sens où demain on peut avoir 10 000 caméras dans la ville, ça n'empêchera pas. Aujourd'hui, ce qu'on demande, alors bien sûr, on va y passer l'année prochaine, c'est prévu pour le budget de 2024. On a prévu de l'installation de vidéoprotection sur la ville. Mais au-delà de tout ça, nous, c'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est que l'État réagisse avec des moyens humains, des moyens financiers. Nous, aujourd'hui, à Villerue, on a fait le choix d'embaucher aussi un médiateur de rue. Et je rappelle que pour l'embauche du médiateur de rue, vu qu'on n'est pas sur une politique de quartier politique de la ville, on a 0 €. Donc c'est du budget qui a un salaire chargé à 100% pour la commune. Et derrière tout ça, c'est nous qui, je le redis, c'est nous les élus qui devons faire face aux carences de l'État. Et je le redis, le ministre, depuis 2021,
il n'est jamais revenu sur le territoire. Les effectifs baissent chaque année. Nos différents courriers sont restés lettres mortes. Et encore dernièrement, on a eu 2 réunions. À mon initiative, on avait organisé des réunions avec l'ensemble des élus de la circonscription pour mener notamment une action, parce qu'au bout d'un moment, le Villerue a des problématiques, comme les autres villes ont d'autres problématiques. Et aujourd'hui, c'est plus tenable. Je le redis, c'est plus tenable. Merci beaucoup, Pierrick Spisac, maire Parti communiste français de Villerue en Meurthe-et-Moselle, où on le rappelle, donc 5 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement après cette fusillade la nuit dernière, donc sur fond de trafic de drogue. Dans l'actualité également, on parle de l'Eurovision avec cette polémique du jour d'après, polémique bien française. On ne sera pas reparti les mains vides puisque Lazara, qui est arrivée 16e au concours, a fait un doigt d'honneur au moment de sa défaite. C'est en tout cas la question qui se pose. On a bien l'impression que c'est le cas. La candidate tricolore s'en défend, en tout cas. Elle parle, elle, d'un geste de déception. Clément Gauvin, Philippe Dufresne et Nicolas Béard. Une 16e place et un geste surprenant. Hier soir, à l'annonce des résultats de l'Eurovision, la représentante française Lazara crée une vive polémique lorsque, le regard fixé sur la caméra, elle dresse le majeur, un signe semblable à un doigt d'honneur pour de nombreux internautes. Après la cérémonie, la chanteuse canadienne s'en défend et le justifie comme un geste de déception que l'on utilise entre amis. C'est un peu générationnel, ce n'est pas un geste qui est négatif, au contraire, c'est juste un geste de déception qu'on utilise entre amis. Après, je peux comprendre qu'à Outre-mer, ce soit considéré comme un autre geste. Il y a beaucoup de gestes que je pense historiquement on peut utiliser dans d'autres pays qui signifient d'autres choses. Même volonté de désamorcer la polémique du côté de la délégation française présente à ses côtés à Liverpool. Absolument pas, ce geste est un geste qui a été fait en se disant qu'on allait dire un gros mot ou quoi que ce soit. Lazara est d'un respect vraiment, c'était incroyable avec tous les artistes, la manière dont elle a été, d'autres y sont main dans la main. Avec son titre tatou, la chanteuse Loreen permet à la Suède de remporter pour la 7e fois l'Eurovision, égalant le record détenu par l'Irlande. Allez, priorité au direct sur BFM TV. Cette image de Volodymyr Zelensky, ça se passe donc en ce moment à Aix-la-Chapelle. Il s'apprête à recevoir le prix Charlemagne, qui est une récompense de l'engagement en faveur de l'unification européenne. On vous parle de Volodymyr Zelensky parce qu'il poursuit sa tournée européenne. Général Pellistrandi, merci de nous avoir rejoints. Cette information BFM TV qu'on vous donnait il y a quelques minutes, le président ukrainien, chef de guerre, est attendu à Paris dans la soirée. Oui, c'est une nouvelle étape, une étape qui n'était pas annoncée, pas prévue dans cette tournée qui a commencé hier avec la visite de 2 États. L'Italie avec le président Mattarella, puis ensuite la présidente du gouvernement, donc Giorgia Meloni. Le Saint-Père, donc ça c'est extrêmement important parce que on sait que le pape veut jouer un rôle pour essayer d'établir non pas une paix mais au moins un minimum de dialogue. Et puis la séquence en Allemagne, à Berlin et cet après-midi à Aix-la-Chapelle. Alors le prix Charlemagne, c'est quelque chose qui est extrêmement important. En fait, il a été créé juste après la Seconde Guerre mondiale à Aix-la-Chapelle dans le but de cette réconciliation, de cette reconstruction européenne. Et donc, le fait qu'ils reçoivent le prix Charlemagne, mais aussi l'Ukraine, c'est un signe très fort. Parmi ceux qui ont reçu le prix Charlemagne, on peut noter Robert Schuman, Jean Monnet, les pères fondateurs de l'Europe, Jacques Delors, François Mitterrand et plus récemment pour la France, le président Emmanuel Macron. Donc cette visite tout à l'heure à Paris est extrêmement importante alors que nous sommes à quelques heures, voire quelques jours d'une contre-offensive ukrainienne qui va être déterminante pour l'avenir. Merci beaucoup, Général Pellistrandi. Évidemment, on en parlera dans notre journal de 16h30 pour donc poursuivre cette visite du président ukrainien actuellement en Allemagne, toujours, on le rappelle, donc à Aix-la-Chapelle pour recevoir ce prix Charlemagne. Hier, il était en Italie et dès ce soir, Volodymyr Zelensky rejoindra Paris. C'est l'information que l'on vous donnait tout à l'heure. Donc, le président ukrainien attendu dans la capitale française pour une visite surprise. Restez avec nous, à tout de suite. La semaine prochaine, il est toujours essentiel d'établir un diagnostic précis.
Oh non. Elle a souffert, elle a morflé. Le côté positif, c'est qu'elle est encore sur ses 4 roues. Pour réaliser leur plan opératoire en 5 jours, la précision devra être chirurgicale. Ne perdez pas de temps, allons-y. Redonner vie à une voiture, c'est mon plaisir. Une compression. Là, on va s'attaquer au cœur de la bête. 2 compressions. Il te reste 5 minutes. 3 compressions. Avec des gars de métier, il n'y a jamais de problème. Nouvelle saison inédite, la semaine prochaine à 18h15 sur RMC Découverte. Et RMC BFM Play. Qui peut concurrencer la MAF? Être récompensé pour ma bonne conduite, c'est ma façon d'être. Bonus de 50% maintenu à vie sur votre assurance auto. Parce que se sentir indispensable, ça fait du bien. Pour casser la routine. Eh bien, mon horoscope m'a dit, pensez aux autres. Pour bosser mon cardio? Eh bien, j'aime beaucoup ce talkie-walkie. Parce que j'ai de l'énergie à revendre. Pour aider les autres. Oui, aider les autres. Pour devenir secouriste bénévole à la Croix-Rouge, seule votre motivation compte. Alors, on se motive? Inscrivez-vous sur bénévolat.croix-rouge.fr. Ah, les vacances. On va où cette année? Et des vacances avec Costa. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Costa, believe your eyes. What if you said see? You don't own me. See, Giorgio Armani. Le voir prendre vie, sentir son parfum, goûter sa finesse, entendre son éclat et atteindre l'excellence. Éveillez tous vos sens en savourant un chocolat noir d'exception. Lindt, maître chocolatier suisse. Brico Privé, les plus grandes marques au meilleur prix. Brico, maison, jardin, jusqu'à moins 80% en vente privée. Téléchargez l'application dès maintenant. Voilà la progression des ventes de Free sur le mobile depuis 11 ans. Et ça, c'est notre prévision à moyen terme des ventes de RIF. Sauf que c'est pas la courbe des ventes, ça. C'est l'évolution du prix du forfait mobile Free. Ça veut juste dire qu'ils n'ont pas augmenté leur prix depuis 11 ans. Un jour, peut-être, RIF fera mieux que Free. En attendant, Free bloque ses prix sur les forfaits mobiles jusqu'en 2027. Merci Free. Alors Laurent, ça fait 1 mois que t'as commencé comme j'aime, ça donne quoi? Ah bah je suis super contente, j'ai perdu 4 kilos et une taille de vêtements. Je suis passée du 46 au 44. Regarde. Je voudrais mettre un 40 dans 2 mois. Je suis fier de toi. Je suis certain que tu vas y arriver. Ça va le faire, c'est super facile. Si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt. Merci Robin de m'avoir motivée. Alors si vous aussi voulez faire comme Viviane, rendez-vous sur le site commejeaime.fr. Commejeaime.fr pour faire votre devis. Alors rendez-vous sur commejeaime.fr. Commejeaime.fr. Si vous n'êtes pas du genre à filer des coups de main, que faire de la place aux autres, c'est vraiment pas votre truc. Que leur confort vous importe peu. Et qu'aider les autres n'est pas dans vos habitudes. Soyons honnêtes, cette voiture n'est vraiment pas faite pour vous. Nouveau Citroën C5 Aircross hybride rechargeable est à partir de 379 € par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. Quand on rénove sa maison, on le fait d'abord pour soi. Mais quand on fait durer ses outils, qu'on cherche à consommer moins ou qu'on utilise des matériaux plus durables, ce qu'on fait chacun à notre niveau, ça profite à tout le monde. Parce qu'après tout, on vit tous sous le même toit. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. On a tous plusieurs vies en une journée. Surtout quand on est parent. T'as pas vu mes lunettes? Elles sont sur ta tête, maman. Ou que comme moi, on gère un restaurant et les food rush. On envoie 3 plats du jour, les amis. Tout en gardant du temps pour rester sportive. Enfin, j'essaye. Et profiter des soirées à 2. La bleue ou la rouge? La bleue. Chez Optical Center, allez de pair avec la vie que vous menez. Bénéficiez de l'offre unique, moins 40% sur la première paire, plus une seconde paire offerte. Même de luxe. Optical Center, voir le beau, entendre le bien. Dispositif médical. Quand on gère les finances d'une entreprise, on doit pouvoir y dédier toute son énergie, sans être freiné par la paperasse. Avec Conto, vos finances sont sous contrôle. Conto, toutes vos finances pro, une seule solution. Pour écraser Free, on va lancer l'offre RIF Box Pop. Tout pareil, mais à 29,98 € au lieu de 99 €. Sauf que pour y arriver, Marc,
faut que tu partes. Un jour, peut-être, Riff fera mieux que Free. En attendant, retrouvez la Freebox Pop avec Canal+ série inclus pendant 1 an. Merci Free. Chez Comme J'aime, on prend soin de vous. On vous accompagne pour perdre du poids tout en vous régalant. Les plats Comme J'aime sont tous cuisinés en France et Nutri-Score A. Sans OGM, sans colorant, sans exhausteur de goût, sans huile de palme et sans arôme artificiel, mais avec beaucoup de goût. Alors testez, régalez-vous et surtout perdez du poids. Et on est tellement sûr que ça marche qu'on vous propose de tester la première semaine sans payer. Oui, la première semaine sans payer. Alors rendez-vous sur commej'aime.fr ou appelez le 0800 37 37 37. 150 € le magazine Les Promos, vous vous souvenez? Inscrivez-vous, c'est gratuit. Et en plus, il y a 150 € par mois pendant 10 ans à gagner. Inscrivez-vous sur 150euros.fr ou au 01 62 040 040. 150 €, je m'informe, j'économise. Lindt célèbre une gourmandise infinie. L'onctueux, le fondant, le surprenant, le croquant. Au cœur d'un délicieux chocolat. Lindt Création, le plaisir d'une gourmandise infinie. Par les maîtres chocolatiers suisses. Alors, vous vous sentez comment avec vos nouveaux appareils? Waouh, j'entends parfaitement. Et je vous rappelle que vous avez moins 40%. Quoi, vous dites? Vous avez moins 40% chez Optical Center. Ah mais oui, alors j'ai bien entendu. Et vous avez d'autres bonnes nouvelles? En plus, on vous offre une paire de lunettes à votre vue. Mais ça marche super bien, j'entends des choses fantastiques. Et ça marche aussi avec les verres progressifs. C'est dingue, ça s'arrête jamais ce truc. Non, alors qu'est-ce qu'on fait? On les choisit, ces lunettes? Ici. Maintenant, vous m'êtes très sympathique. C'est réciproque. Avec l'offre audition, vos appareils auditifs sont à moins 40% et on vous offre une paire de lunettes à votre vue, même en progressif. Optical Center, optique et audition. Dispositifs médicaux. Votre météo avec le Super Hose d'Ozlock. Tuyau d'arrosage extensible jusqu'à 3 fois sa longueur. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. La météo avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Les questions immobilières vous obsèdent? Changez-vous les idées devant la météo avec Orpi. Quand le ciel vous tombe sur la tête, voyez ce rideau de pluie ici à Lagneuf, dans l'Ain, avec un air assez frais évidemment dans le budget. C'est un vent frais qui va souffler la semaine prochaine, une ambiance automnale sur une bonne partie du pays. Ce vent vient d'Islande en réalité et qui va gagner une bonne partie de nos régions avec des températures qui seront partout en dessous des moyennes. Il y a une perturbation qui va s'installer près des côtes de la Manche ce lundi en matinée. Elle donnera des pluies assez faibles, assez espacées tout de même dans un premier temps, mais qui vont peu à peu s'enfoncer vers l'intérieur des terres en cours de journée. À l'avant, on aura souvent un ciel chargé, quelques brumes et brouillards. Des averses encore qui viennent se bloquer près des Pyrénées. C'est de la neige à partir de 1800 mètres. On aura quelques averses résiduelles également de l'Auvergne jusqu'en Alsace. Des éclaircies en descendant de la Lorraine vers le Limousin et surtout en Méditerranée. Le vent va bien souffler tout au long de cette journée. Il va accélérer la semaine prochaine. Du coup, on aura un temps bien trop sec autour du golfe du Lion. De l'instabilité en revanche en Provence, en Corse, avec de la grêle localement, plutôt dans l'arrière-pays. Vous voyez que la perturbation, elle, va progresser en allant en direction de la Vendée, du bassin parisien, en remontant vers le nord de la Seine. Là aussi, on pourrait avoir quelques coups de tonnerre localement. Une tendance à l'orage également en direction de l'Ariège dans l'après-midi. Ça va se dégager un peu plus nettement en Bretagne et jusqu'à la Côte d'Opale en seconde partie de journée. Les températures, elles, ne vont pas bouger le matin, comptez de 6 à 15 degrés. En revanche, dans l'après-midi, ça va bien baisser dans le nord-ouest du pays. Pas plus de 14 degrés à Brest ou à Lille. Vous aurez 17 à Paris. Une vingtaine de degrés tout de même en Gironde, en direction de Dijon ou encore jusqu'à 25 degrés à Marseille ou à Montpellier. Voyons pour la suite maintenant. La bonne nouvelle, c'est que ça va se dégager. À l'ouest, au nord du pays, on aura de plus en plus d'éclaircies, encore beaucoup d'instabilité en allant près des reliefs de l'Est. Mercredi, les éclaircies vont l'emporter d'une manière générale, mais dans une ambiance bien fraîche, avec ce vent de nord-est qui va persister. Jeudi, pour l'ascension, le temps sera plus sec d'une manière générale. On va quand même conserver de l'instabilité pour le pont, principalement au sud ce vendredi. Et pour ce week-end, mélange de nuages, d'averses, d'éclaircies, parfois quelques orages encore en allant près des reliefs du sud. C'était votre météo avec le Super Hose d'Ozlock. Tuyau d'arrosage extensible jusqu'à 3 fois sa longueur. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'était la météo avec Orpi, premier réseau immobilier de France.
Bientôt 16h30 sur BFM TV. À la une de l'actualité, cette visite surprise. Volodymyr Zelensky est attendu à Paris en fin de journée. Après une journée passée tout d'abord en Allemagne, où il s'apprête sur l'instant à recevoir le prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Et au lendemain de sa visite en Italie, pour la première fois depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le président ukrainien qui sera accueilli en France par Elisabeth Borne et la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. On en parle dans un instant avec notre consultant de défense, le général Pellistrandi. 5 blessés, dont 3 graves. C'est le bilan de cette nouvelle fusillade à Villerue, cette petite ville de Meurthe-et-Moselle à la frontière avec le Luxembourg. Illustration de ces villes moyennes de plus en plus touchées par le fléau de la drogue. Coup de gueule du maire de la ville. L'État nous demande de régler les problèmes qu'il ne sait pas gérer lui. Et puis Recep Tayyip Erdogan, stop ou encore. Les Turcs votent en ce moment. Les bureaux de vote sont en train de clore pour élire notamment leur prochain président. Forte mobilisation. Les résultats seront annoncés dans la soirée et s'annoncent très serrés. Les sondages donnent l'islamo-conservateur sortant au coude à coude avec son principal opposant social-démocrate laïque. Et on commence tout d'abord avec cette information, la visite donc de Volodymyr Zelensky à Paris. Le président ukrainien arrivera donc en fin de journée dans la capitale. Le chef de guerre qui poursuit donc sa tournée en Europe occidentale. Il est aujourd'hui, vous le voyez, toujours en Allemagne. Il est pour le moment à Aix-la-Chapelle où il s'apprête à recevoir le prix Charlemagne, un prix qui récompense un engagement en faveur de l'unification européenne. Hier, Volodymyr Zelensky était en Italie où il a rencontré le président, puis la chef du gouvernement Giorgia Meloni et ensuite le pape au Saint-Siège au Vatican. Des visites hautement sécurisées qui se poursuivent donc et dans quelques heures, ce sera autour de Paris. Général Pellistrandi, on en parle avec vous, une visite qui n'était pas annoncée. Oui, visite pas annoncée, mais visite qui a dû être préparée donc dans les moindres détails dans les derniers jours ou les dernières heures, mais une visite qui est extrêmement importante parce que la France est aussi un des alliés les plus importants de l'Ukraine avec des livraisons importantes de matériel. Il ne faut pas oublier aussi que la France est l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité et nous sommes à quelques jours, voire quelques semaines de cette contre-offensive ukrainienne qui va être décisive. Et donc, on voit que Volodymyr Zelensky, en quelque sorte, en faisant cette tournée des capitales européennes, donc hier, Rome, l'Italie, puis le pape, aujourd'hui, l'Allemagne, ce soir, Paris, eh bien, il vient en quelque sorte conforter sa position et également bien démontrer que l'Ukraine a son avenir en Europe et ne veut plus regarder du côté de Moscou. Donc oui, visite hautement symbolique, mais extrêmement importante dans le contexte actuel. Oui, d'autant qu'il y a cette contre-offensive qui se prépare en Ukraine. On sait que les soldats au front notamment l'attendent avec impatience. On peut imaginer, on peut les comprendre. C'est aussi dans cette optique-là qu'ils rencontrent ces chefs d'État. Oui, parce que les pays européens, avec, ne l'oublions pas, les Américains et les Canadiens, ont fourni un effort militaire extrêmement important. Donc il faut également dire aux partenaires européens les sacrifices que vous avez faits, les armements que vous nous avez transférés, eh bien, ils vont être utilisés pour reconquérir notre territoire, reconquérir notre souveraineté. Mais il y a aussi un point qui est extrêmement important, c'est que là, ce sont en quelque sorte les États fondateurs de l'Union européenne. L'Italie, l'Allemagne, la France. Et n'oublions pas que le Saint-Siège avait joué en son temps un rôle très important pour cette réunification européenne, cette réconciliation. Et c'est bien pour démontrer le destin européen de l'Ukraine à quelques jours de cette contre-offensive. On voit toujours sur ces images en direct, donc de plus en plus de personnes s'installer en tribune pour, dans quelques instants, bien que Volodymyr Zelensky reçoive ce fameux prix Charlemagne. On en parlait. Quelle est l'importance que revêt ce prix, et en particulier pour Volodymyr Zelensky? Alors, le prix Charlemagne a été créé en 1949 à Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, c'est là où Charlemagne régnait. Et Charlemagne, c'est un des premier unificateur de l'Europe. Et le prix qui a été créé donc, en 1949 avait vocation à récompenser des acteurs qui ont contribué à la construction européenne. On peut citer, ne serait-ce que pour les Français, Robert Schuman, Jean Monnet, les pères fondateurs de l'Europe, mais on a eu également Simone Veil, Jacques Delors, Valéry Giscard d'Estaing, le pape Jean-Paul II, le pape François, Emmanuel Macron qui l'a reçu, mais également d'autres acteurs extrêmement importants de la scène
européenne. Et donc c'est une récompense attribuée à Volodymyr Zelensky, mais également dans l'intitulé du prix au peuple ukrainien qui paye un prix énorme pour sa volonté de rejoindre une Europe démocratique et libre. Restez avec nous, Général Pellistrandi. On va bientôt, bien sûr, suivre cette visite du président Zelensky à Paris en fin de journée, tandis que vous avez toujours donc cette image en direct. Il se trouve actuellement à Aix-la-Chapelle pour recevoir le prix Charlemagne. On en parlait à l'instant. On vous tient bien sûr informé en direct sur BFM TV. Dans ce conflit, il y a un pays qui tient à jouer un rôle majeur de médiateur en quelque sorte, c'est la Turquie. Turquie qui vote aujourd'hui pour la présidentielle, mais aussi ses législatives. 65 millions d'électeurs appelés aux urnes. Anaïs Krout, on vous retrouve envoyé spécial de BFM TV à Istanbul. Alors bien sûr, il y a le sortant, Recep Tayyip Erdogan, 20 ans de pouvoir, qui est bien concurrencé par son principal opposant, le social-démocrate laïque. En tout cas, ils sont au coude à coude dans les sondages. Oui, exactement. Ce sont les chiffres qu'on avait dans ces derniers sondages, avec une légère avance pour le candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. En tout cas, les bureaux de vote ont fermé il y a maintenant une demi-heure. Ce qu'on a pu constater tout au long de la journée, ce sont de longues files d'attente dans ces écoles où se déroulait le scrutin ici à Istanbul, mais aussi dans toute la Turquie. Forte participation de la population turque qui est traditionnellement habituée à se mobiliser, à voter massivement pour les échéances électorales, avec des taux de participation supérieurs à 80% en moyenne. On saura dans l'après-midi si la participation est supérieure à celle de la présidentielle de 2018. Quoi qu'il en soit, lors de cette élection, alors évidemment, les Turcs ont voté pour élire leurs députés, mais aussi pour élire leur président, avec ce match entre Recep Tayyip Erdogan et le candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Et cette élection s'apparentait presque à un référendum pour ou contre le président sortant. Écoutez ces témoignages d'électeurs à la sortie des urnes, interrogés avec Amélie Patéron. À mon avis, ce soir, le pouvoir va changer de côté. C'est très bien, mais il faut savoir que même si ça change, tout ne va pas changer tout d'un coup. Il faut que l'on soit tous unis et qu'on travaille pour le bien de notre pays. C'est très important pour la République turque. C'est la deuxième fois que le pays réapparaît avec toute sa force. Pour nos enfants, pour tous les enfants du pays, il faut changer. Il faut faire tout ce qu'on peut pour leur avenir maintenant. Merci Anaïs Krout et Amélie Patéron. Regardez ces images en direct, on repart à Aix-la-Chapelle. C'est en direct actuellement en Allemagne. Le président Volodymyr Zelensky est donc arrivé sur la tribune, vous le voyez, de cette église où il va donc recevoir dans quelques instants ce prix Charlemagne. On va écouter un petit peu ses applaudissements nourris. Voilà, ça se passe en direct. Vous le suivez bien sûr sur BFM TV, Aix-la-Chapelle en Allemagne. Volodymyr Zelensky qui vient d'arriver pour recevoir le prix Charlemagne qui récompense l'engagement en faveur de l'unification européenne. Général Pellistrandi, il y a du monde pour accueillir, pour applaudir Volodymyr Zelensky, chef de guerre, président ukrainien, notamment Ursula von der Leyen. Oui, il y a donc à droite, on voyait à l'instant le chancelier Olaf Scholz, donc le chancelier d'Allemagne, et Ursula von der Leyen, qui est présidente de la Commission européenne. Donc cette dimension européenne, elle est extrêmement importante. Puis vous voyez, il y a marqué für die Einheit Europas, c'est pour l'unité de l'Europe. Et donc cette récompense, salue cet engagement de Volodymyr Zelensky, mais aussi, on peut dire, l'engagement des Ukrainiens. Euromaïdan, souvenez-vous, en 2014, c'est la volonté de regarder vers l'Europe, vers la démocratie, vers la liberté. On regarde ces images, on voit beaucoup d'émotions également sur le visage de Volodymyr Zelensky, alors que la musique est en train d'être jouée pour célébrer donc cette remise dans quelques instants de ce prix. Vous le disiez, c'est un événement qui marque l'unité européenne plus que jamais nécessaire dans cette phase de contre-offensive qui est sur le point de se réaliser, de se concrétiser en Ukraine, et à laquelle participent beaucoup de pays européens par leur soutien militaire ou autre.
Oui, tout à fait, parce que ce soutien de l'Union européenne, des pays membres de l'Union européenne, bien sûr des États-Unis, du Canada et d'autres partenaires du monde, par exemple le Japon, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que derrière, c'est aussi un combat pour la démocratie et les libertés. Alors bien sûr, on pourrait répondre que l'Ukraine ne remplit pas encore les critères pour être membre de l'Union européenne. On sait que la corruption reste un problème important, le fonctionnement de la justice, mais il y a des progrès. Par exemple, je citerai un chiffre sur le rapport annuel de Reporters sans frontières. La presse, l'Ukraine était à la 106e place l'année dernière, elle est à la 79e place aujourd'hui. Elle progresse. Et donc, ce prix vient reconnaître ce parcours. C'est un parcours exigeant, mais c'est un parcours qui est prometteur d'avenir. Alors que la contre-offensive, eh bien, elle ne va pas concerner que l'Ukraine. C'est-à-dire, bien sûr, ça va se dérouler sur le territoire ukrainien, mais ça va concerner toute l'Europe. Est-ce que c'est un signe que cette contre-offensive, elle est imminente? Parce que vous l'avez souligné, il rencontrera donc ce soir Emmanuel Macron, Volodymyr Zelensky qui arrive à Paris, le chef d'État du Vatican, il a rencontré le pape, président italien, président allemand. Et on sait aussi que Volodymyr Zelensky, il demande davantage de soutien militaire. Il demande aussi depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, des avions de combat que lui refusent jusque-là les Occidentaux. C'est un sujet effectivement sensible qui est sur la table depuis plusieurs semaines. On sait par exemple que les Polonais ont récemment transféré des chasseurs MiG-29, alors des chasseurs d'origine soviétique, mais il y a de vrais besoins. Ce qui a été important, c'est que, et ça a été souligné par Olaf Scholz, l'Europe va continuer à soutenir l'Ukraine autant que nécessaire. Alors, sur le plan militaire, et puis il y a aussi un autre aspect qui sera celui, bien sûr, de la reconstruction et puis d'une intégration progressive. On voit ces discours qui commencent donc à prendre de part avant la remise de ce prix. Tout le monde s'équipe de son kit de traduction. Et donc, le président, on le rappelle, ukrainien, qui s'apprête à recevoir ce prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle avant de rejoindre en fin de journée, c'est l'information du jour, Paris, où il sera accueilli à l'aéroport de Vélizy-Villacoublay par la Première ministre et par la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Dans l'actualité également, à 16h40, direction la Meurthe-et-Moselle, où une fusillade a fait 5 blessés, dont 3 graves, avec des pronostics engagés. Les faits se sont déroulés hier soir à Villerue, cette petite ville située près de la frontière du Luxembourg, avec une commune également voisine qui a été concernée. Sur fond de drogue, un homme encagoulé qui a ouvert le feu avant de prendre la fuite. Un drame qui n'est malheureusement pas une surprise pour le maire de Villerue, Marie Luff et Hilal El Aflahi. C'est au pied de ce bâtiment qu'hier, en début de soirée, un homme encagoulé ouvre le feu et fait 5 blessés, dont 3 grièvement atteints. Une fusillade en plein centre-ville qui ravive le sentiment d'insécurité des habitants. Une fusillade, quand ça arrive, on peut se trouver là. Moi, je peux me trouver là comme quelqu'un d'autre peut passer là au mauvais moment, quoi. On va essayer d'être un peu plus prudent. La fusillade a eu lieu au niveau d'un point de vente de stupéfiants situé à proximité d'un parc pour enfants, mais aussi du commissariat de la ville. Le maire de Villerue s'inquiète de voir le trafic de drogue s'amplifier dans la commune année après année et souligne le manque de moyens alloués par l'État pour y mettre un terme. Aujourd'hui, le point de deal, il est connu. C'est un point de deal qui se trouve à 50 mètres du commissariat. Mais malheureusement, et je le redis, c'est pas les agents qu'on blâme, mais c'est plutôt au-dessus. Même quand le ministre Darmanin était venu sur Villerue en 2021, depuis, la situation est encore pire qu'à sa venue. Aujourd'hui, on est démunis. Et c'est des situations qui sont connues. Malheureusement, elles sont connues et nous, on n'a aucune réponse à apporter. Un sentiment d'impuissance partagé par les forces de l'ordre, car la commune de Villerue et ses 10 000 habitants se trouvent à quelques kilomètres de la frontière avec le Luxembourg et la Belgique. Évidemment, c'est facile d'aller s'approvisionner dans ces pays étrangers, de revenir en France et d'établir un trafic. Et encore une fois, il faut y mettre les moyens en termes de lutte contre les produits stupéfiants, en effectif, en matériel, en service d'enquête également. L'auteur de la fusillade est toujours en fuite. Une enquête de flagrance a été ouverte et confiée à la direction territoriale de la police judiciaire de Metz. Bonjour Philippe Marini, merci d'être notre invité, maire Les Républicains de Compiègne, dans l'Oise. Alors, petit souci technique, on va retrouver notre invité dans quelques instants. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce qu'on vient de voir, dans ce qui s'est passé à Villerue, c'est-à-dire ces trafics de drogue qui s'installent de plus en plus dans des villes moyennes? Une réalité qui remonte déjà loin,
Et c'est une réalité que l'on ne peut pas se cacher. Tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura des vendeurs. Ça se situe partout, dans les villes moyennes, dans les grandes villes, dans les banlieues, dans certains espaces centraux. Ça n'a absolument rien d'original, c'est pas une découverte. Alors, plusieurs maires qu'on a eu avant vous qui sont concernés par ces difficultés nous ont fait part pour eux d'un manque de soutien de l'État que à plusieurs reprises, ils ont contacté pour demander des renforts. Certains en ont eu et malgré tout, la situation persiste. Vous avez réussi à démanteler un réseau de trafiquants début avril. Comment avez-vous réussi à le faire et est-ce que ça a donné des suites favorables dans votre ville ? Vous savez, c'est une action permanente, continue, qui se mène nécessairement en partenariat entre l'État et la ville. La police municipale, la police nationale travaillent ensemble, font des rondes ensemble. La police municipale dispose d'une brigade cynophile qui apporte son concours à la police nationale. Les opérations pour visiter des caves où peuvent se trouver des trafiquants ou des stupéfiants sont des opérations communes. Et le secret de tout ça, c'est un lien efficace avec le procureur de la République, avec le parquet, qui, sous la responsabilité de qui les opérations sont faites. Donc, à Compiègne, tout n'est pas parfait, mais il y a effectivement une forte imbrication des responsabilités. Ceci est le cas depuis déjà plusieurs années. Et vous citez... Je ne peux pas vous parler des autres communes, moi je ne peux vous parler que de ce que je connais. Et ce sujet est un sujet permanent, c'est une préoccupation permanente. Bon, et on ne tolère pas l'existence du trafic. Alors on sait qu'il y a des endroits où il se reproduit dès qu'il est un peu mis en cause, mais on a d'abord une bonne relation avec nos concitoyens qui apportent des informations. Les informations, c'est la première chose. Et puis ensuite, la coordination des moyens, comme je vous l'ai dit. Merci beaucoup Philippe Marini d'avoir été notre invité sur BFM TV pour témoigner de la situation également dans votre ville qui est concernée. On parlait des trafics de drogue et ce qu'on voit parfois, c'est uniquement la phase émergée de l'iceberg. La marine colombienne a annoncé avoir arrêté un narco sous-marin avec à son bord pas moins de 3 tonnes de cocaïne. C'est simple, c'est le plus gros sous-marin arrêté pour trafic de drogue de l'histoire de la Colombie, qui en a arrêté au total près de 230. L'embarcation fabriquée clandestinement a été arrêtée alors qu'elle se dirigeait vers l'Amérique centrale. Élise Kousmak. C'est une victoire de taille pour la marine colombienne. La saisie du plus gros narco sous-marin de l'histoire du pays. 30 mètres de long sur 3 mètres de large, avec à son bord 3 tonnes de cocaïne, une prise à 100 millions de dollars. Il convient de souligner qu'il s'agit du plus grand navire submersible saisi depuis 1993, date à laquelle le premier navire de ce type a été intercepté. 3 suspects ont été interpellés à bord. Ils risquent 14 ans de prison pour la construction illégale du sous-marin. 3 ressortissants colombiens se trouvaient à bord du sous-marin. Les responsables de la marine se sont concentrés sur la sauvegarde et la protection de la vie des membres de l'équipage, étant donné que le sous-marin présentait une fuite d'eau. Le semi-submersible a été arrêté en direction de l'Amérique centrale, sur la route clandestine la plus empruntée pour le trafic vers les États-Unis, principaux consommateurs de cocaïne colombienne. Malgré un demi-siècle de guerre contre la drogue, le pays d'Amérique latine reste le plus gros producteur mondial de cocaïne. Notre rubrique Santé, prenez soin de vous avec Margot de Frouville et le docteur Ducardonnet. Enquête sur le détournement d'un médicament surnommé la drogue du pauvre. C'est un banal comprimé rouge et blanc ou rose.
la prégabaline, plus connue sous son nom commercial de Lyrica, généralement prescrit dans 3 cas de figure. Les douleurs neuropathiques, par exemple après un zona ou pour les diabétiques, dans certaines formes d'épilepsie ou bien encore dans les troubles anxieux généralisés. Alors ce médicament qui est important, sauf que son usage a été détourné, et principalement par une population de migrants selon les spécialistes. Alors son usage, en fait, il se fait à forte dose, ou même parfois associé à d'autres substances, voire de l'alcool. Dans tous les cas de figure, c'est l'effet récréatif qui est recherché. Écoutez ce pharmacien. Les effets secondaires, ça peut être ou tout ou rien. Ça peut être soit une hyperexcitation, ou au contraire, un effet d'endormissement, limite de shoot. Et ces médicaments-là, d'après ce que j'ai entendu, sont utilisés, sont revendus dans certains quartiers de Paris et en banlieue à 2 € le comprimé. 2 € le comprimé, c'est ce qui lui vaut le surnom de drogue du pauvre, alors qu'une boîte coûte entre 5 et 20 € selon la quantité. Je vous laisse calculer le bénéfice facile. C'est ce qui fait d'ailleurs le lit du trafic illégal repéré dans plusieurs grandes villes comme Paris, Marseille ou encore Toulouse. Et pour essayer de freiner ce mésusage, l'Agence du médicament a, il y a 2 ans, décidé qu'il fallait présenter une ordonnance sécurisée, c'est-à-dire une prescription qui est rédigée sur une ordonnance sécurisée, qui est un papier infalsifiable. Et ce qui a forcé certaines personnes à demander de façon un petit peu musclée aux médecins de leur prescrire. Ils sont insistants, menaçants, ils interfèrent avec les autres patients, enfin, ils font un peu peur. Hein, parce qu'en fait, ils ne viennent pas tout seuls, souvent. Ils sont 2, 3, 4 parfois. Ça dépend des jours. Hein. Donc c'est compliqué. Et signe qu'il y avait urgence à agir, en l'espace de 3 ans, entre 2016 et 2019, le nombre de déclarations d'ordonnances falsifiées a été multiplié par 16 pour atteindre 429. On ne dispose pas encore des données plus récentes. On se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. Restez sur BFM TV dans un instant. Toutes les dernières informations concernant la visite surprise de Volodymyr Zelensky dans quelques heures en fin de journée à Paris. En attendant, il se trouve à Aix-la-Chapelle pour recevoir le prix Charlemagne. Rodolphe Guintranche, BFM Story Weekend. Bonne fin d'après-midi sur BFM TV. Qu'est-ce qu'il y a ?